On demande constamment aux modèles scientifiques de trancher avec une certitude absolue aujourd'hui, Ouais, tout à fait. que ce soit pour prédire la courbe de l'inflation, anticiper une trajectoire climatique à un dixième de degré près, ou même modéliser un virus. L'attente sociale, elle est binaire en fait. C'est ça, on veut un chiffre net. Exactement. Une prédiction indiscutable. Il y a cette illusion persistante que la science fonctionne comme une immense machine à scanner la réalité. Une machine qui produirait une image parfaitement claire et définitive du monde, oui. Voilà. Mais cette quête de certitude, elle est profondément ancrée en nous. Ah oui, c'est clair. Face à un univers qui est chaotique, bourdonnant et fondamentalement imprévisible, l'esprit humain cherche un refuge. Et ce refuge, on le trouve souvent dans la pureté rassurante des mathématiques. Et de la logique binaire. Exactement. On préfère largement ignorer que cette fameuse machine à scanner dont on parle, elle ne capture jamais la réalité elle-même. Elle produit seulement une interprétation. Ouais. Et dès qu'on entre dans la philosophie des sciences, cette belle image haute définition, elle commence vite à se pixeliser. C'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve à naviguer dans des eaux épistémologiques où la frontière entre le monde réel et l'équation qu'il décrit devient super floue. Et c'est précisément le cœur de notre exploration aujourd'hui, Une exploration fascinante, je dois dire. n'est-ce pas? On va plonger dans des extraits de l'ouvrage Textes clés de philosophie des sciences, réunis par Sandra Logier et Pierre Wagner. Ce recueil, il dissèque une idée qui dérange un peu. L'idée que la science ne serait pas une révélation directe de la vérité. C'est ça. Que ce serait plutôt une traduction. Et comme toute traduction, elle comporte des erreurs inévitables, des approximations. Des pertes de sens fondamentales, oui. Et c'est une grille de lecture qui est particulièrement pertinente à notre époque. Ah, tu penses à l'avalanche de données qu'on subit? Complètement. Nous sommes inondés de statistiques et de prédictions, toutes présentées comme des faits irréfutables. Décortiquer les mécanismes de la mesure scientifique, comprendre intimement comment un phénomène naturel est converti en données numériques, C'est vital aujourd'hui. c'est se forger un bouclier intellectuel. Cela permet d'observer les modèles prédictifs non plus comme des oracles infaillibles, mais vraiment comme des constructions méthodologiques. Avec leurs limites intrinsèques. Voilà. Alors, décortiquons un peu ça. La question qui se pose logiquement, c'est de savoir pourquoi la philosophie a ressenti le besoin soudain de venir auditer la méthode scientifique. C'est une excellente question, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Ben non, pendant des siècles, la frontière n'existait pas vraiment. Jusqu'au 19e siècle, faire de la science ou faire de la philosophie, c'était la même démarche, non? Tout à fait. Newton écrivait des principes mathématiques de la philosophie naturelle. Exactement. Mais ensuite, la révolution industrielle est passée par là. L'humanité s'est mise à construire des machines à vapeur, à maîtriser l'électromagnétisme. La thermodynamique. Oui, la science appliquée a explosé en complexité. Et cette explosion technique, elle a créé une véritable crise de pertinence pour les philosophes de l'époque. Ah bon? De quelle manière? Face à des physiciens qui formulaient des lois mathématiques d'une abstraction inouïe, la métaphysique classique s'est retrouvée complètement désarmée. Parce qu'elle tentait d'expliquer l'essence de l'univers par de grands concepts généraux. Exactement. La philosophie générale ne pouvait plus prétendre englober des disciplines qui étaient devenues hyper spécialisées. Il a donc fallu opérer un pivot intellectuel majeur dans la seconde moitié du 19e siècle. D'accord. Les penseurs ont opéré un retour vers la philosophie d'Emmanuel Kant, et plus particulièrement vers sa question fondamentale. Ah oui, la fameuse question, que puis-je connaître? C'est ça. Sauf qu'au lieu de l'appliquer à Dieu ou à l'âme, comme on le faisait traditionnellement, Ils l'ont braqué comme un projecteur sur les sciences elles-mêmes. absolument. Que puis-je connaître spécifiquement grâce aux mathématiques? Quelles sont les limites de ce que la thermodynamique peut me révéler sur la matière? On assiste vraiment à la naissance d'une discipline d'audit. Oui, et la sémantique illustre parfaitement cette transition. Le recueil de Logier et Wagner insiste d'ailleurs sur une ambiguïté linguistique très révélatrice autour du mot français épistémologie. Ah oui, j'ai vu ça. C'est fascinant la différence avec l'anglais. Oui. Dans la tradition francophone, ce terme désigne strictement la philosophie des sciences. C'est l'étude critique des postulats, des méthodes et de la validité des sciences particulières. D'accord. Mais c'est aussi utilisé parfois comme la traduction directe de l'anglais epistemology. Qui, lui, a un sens beaucoup plus vaste. Voilà. En anglais, ça désigne la théorie de la connaissance en général, peu importe qu'elle soit scientifique ou non. Donc cette double casquette, c'est pas juste un détail de dictionnaire. Non, pas du tout. Ça montre bien qu'à un moment donné, auditer la science, c'est devenu synonyme d'auditer la connaissance humaine dans son ensemble, tellement la science a, en fait, monopolisé le statut de vérité.
C'est très juste. Des mouvements comme le Cercle de Vienne ou la philosophie analytique vont d'ailleurs se donner pour mission de purger le langage scientifique de toute scorie métaphysique. Pour le rendre aussi pur et logique que possible. C'est l'idée. Sauf que purifier le langage mathématique, ça ne résout pas le problème du contact avec la réalité physique. Et c'est précisément là qu'intervient l'un des penseurs centraux de ces textes, le physicien et philosophe français Pierre Duhem. Un pionnier souvent oublié d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Dans son ouvrage majeur, La théorie physique, Duhem, il met le doigt sur une faille conceptuelle que la majorité de ses contemporains y préféraient l'ignorer. Il affirme que le travail du physicien n'est pas une simple observation neutre. Voilà. C'est un exercice périlleux qui repose sur deux traductions distinctes. Et le mécanisme qu'il décrit est fascinant par sa lucidité. Tu peux nous le décomposer? Bien sûr. En fait, Duhem décompose l'acte scientifique. D'abord, il y a la version. La version au sens de la traduction d'un texte. C'est ça. Le scientifique est face à un phénomène dans son laboratoire. Un truc concret, matériel. Il doit remplacer cette réalité par des nombres et des symboles algébriques pour pouvoir la manipuler. D'accord, il transforme la matière en maths? Exactement. Ensuite, une fois qu'il a fait jouer ses équations et obtenu un résultat mathématique, il doit opérer le thème. Donc le chemin inverse. C'est ça. Il doit prendre cette réponse purement numérique et la retransformer en une indication observable, juste pour vérifier si la réalité correspond. Ce qui est fascinant ici, c'est le génie de Duhem d'importer le fameux adage italien, Ah oui, tradutore, traditore. qui traduit, trahit. Il avance qu'aucune équation mathématique ne peut absorber l'entièreté d'un phénomène matériel sans le mutiler. Ouais. Il formalise cette idée par une distinction devenue classique entre le fait pratique et le fait théorique. Et la différence entre les deux se joue sur la notion d'idéalisation, non ? Exactement. Le fait théorique, c'est l'entité mathématique pure. C'est un prisme géométrique aux arêtes sans aucune épaisseur, avec des angles calculés à la décimale infinie, et dont la masse, par exemple, est uniformément répartie. La perfection absolue, quoi. Voilà. Mais le fait pratique, lui, c'est l'objet en laiton qu'on a vraiment usiné sur l'établi. Et qui est loin d'être parfait. Bah oui, sous un microscope, ses arêtes droites ressemblent à des chaînes de montagnes dentelées. Sa surface est poreuse et sa température varie d'un bout à l'autre de l'objet. Le passage du fait pratique au fait théorique exige donc de gommer toutes ces irrégularités. On doit, en quelque sorte, forcer la matière rebelle à rentrer dans le corset de la géométrie pure. Tu sais, ça me rappelle fortement les problématiques de numérisation dans l'informatique moderne. Ah oui. C'est-à-dire, Si l'on prend l'exemple d'un coucher de soleil réel, c'est un spectre continu de rayonnement électromagnétique, une infinité de nuances qui se fondent les unes dans les autres de manière super fluide. ça, c'est le fait pratique. Exactement. Mais pour le manipuler dans un logiciel, on doit le discrétiser. Le transformer en pixels. Oui, on attribue à chaque pixel un code hexadécimal précis, disons à rouge spécifique encodé en valeur numérique. Là, on a créé le fait théorique. Je vois. C'est extrêmement puissant, on peut dupliquer ce code, l'envoyer à travers le monde, lui appliquer des filtres, mais l'information continue d'origine, cette infinité de nuances intermédiaires, elle a été définitivement tronquée. Remplacé par des blocs discrets. La comparaison illustre vraiment bien la perte d'information inhérente à la version. Mais Duhem va beaucoup plus loin dans les conséquences de cette traduction. Ah oui. L'aspect le plus déstabilisant de sa thèse, c'est qu'un seul fait pratique ne se traduit pas par un seul fait théorique. Attends, comment ça? Il se traduit par un, je cite, faisceau infini de faits théoriques différents. Mécanique de cette idée, c'est une conséquence directe des limites de nos instruments de mesure, c'est ça. C'est tout à fait ça. Prenons une manipulation basique. On plonge un thermomètre dans un liquide. D'accord. L'instrument est précis au dixième de degré, et le mercure s'arrête sur la graduation 10. Oui. La température réelle du liquide, dans toute sa complexité thermique, pourrait en fait être de 9,99 degrés. Ou de 10,01 degrés. Exactement. Ou de n'importe quelle valeur infiniment fractionnable située entre ces bornes. C'est toute la logique du problème. Dans le monde mathématique, 9,99 et 10,01 sont des entités strictement incompatibles. Ce sont des faits théoriques différents qui mèneront à des calculs différents. Ouais. Mais dans le monde du laboratoire, ces infinités de valeurs théoriques se superposent et correspondent toutes exactement au même et unique fait pratique observable. Le thermomètre indique 10. Point barre. Voilà. Le physicien est aveugle à la différence. Il doit donc choisir, par pure convention, un chiffre dans cette marge d'erreur pour lancer ses calculs. Et c'est là que l'enchaînement causal devient complètement vertigineux.
Si une simple lecture de thermomètre contient déjà un tel essaim de traductions théoriques possibles et concurrentes, la fiabilité des modèles à long terme s'effondre. Exactement. Parce qu'on ne fait pas qu'une seule mesure. On prend ces nombres tronqués, on les multiplie, on les intègre dans les équations différentielles hyper complexes pour déduire l'état d'un système des années à l'avance. Et cette faille dans la traduction frappe au cœur du plus grand dogme de la science, classique. Lequel? Le déterminisme absolu, souvent incarné par la fameuse figure du démon de Laplace. Ah, Pierre-Simon de Laplace. Oui, il postulait qu'une intelligence suprême, capable de connaître la position et la vitesse exacte de chaque particule de l'univers à un instant donné, Et maîtrisant l'analyse mathématique, bien sûr. bien sûr, eh bien cette intelligence pourrait calculer l'avenir avec une certitude totale. Le passé, comme le futur, serait contenu dans son équation. C'était la vision hyper rassurante d'un univers mécanique, quoi. Fonctionnant comme une immense horloge suisse où chaque engrenage s'emboîte sans aucun jeu. C'était rassurant, oui. Mais Duhem mobilise les travaux de Jacques Hadamard pour démontrer que ce jeu dans les engrenages est inévitable. Hadamard, c'était un mathématicien contemporain de Duhem, non? Oui, qui travaillait sur les systèmes dynamiques. Il étudiait les lignes géodésiques, c'est-à-dire les chemins les plus courts entre deux points sur des surfaces à courbure négative. Et le texte propose une image mentale particulièrement puissante pour conceptualiser cette géométrie complexe. Il parle d'une surface mathématique ayant la forme d'une tête de taureau, Une tête de taureau, oui, dont les cornes s'affineraient et s'étireraient à l'infini. c'est ça. Le fonctionnement de cette surface illustre parfaitement le drame de la prédiction scientifique. Comment ça? Imaginons qu'on veuille calculer la trajectoire d'un point partant du milieu du front de ce taureau géométrique. Dans un monde purement mathématique, on donne des coordonnées initiales parfaites, disons x et y. Et l'équation déroule la ligne sans broncher. Exactement. Mais en physique, notre point de départ est un fait pratique. À cause de la fameuse marge d'erreur de la traduction, on ne connaît pas le point exact. Ah oui, on n'a qu'une petite tache d'incertitude initiale. Voilà. Le point réel pourrait être n'importe où à l'intérieur de ce minuscule périmètre. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Parce que, puisque les mathématiques elles-mêmes sont parfaites et sans faille, on pourrait se dire qu'une si petite erreur au départ ne générera qu'une petite erreur à l'arrivée, non? Que la trajectoire sera globalement la bonne. Et c'est précisément cette intuition que Hadamard détruit. Vraiment. Ces calculs prouvent que, sur cette surface spécifique, la moindre variation infinitésimale des conditions de départ entraîne des trajectoires qui divergent exponentiellement. L'effet papillon. En partant de notre minuscule tâche d'incertitude, une ligne théorique va, par exemple, s'enrouler autour de la corne gauche et partir vers l'infini. D'accord. Mais une autre ligne, issue d'un point théorique infiniment proche, situé dans la même tâche d'incertitude, va être déviée par la courbure et s'enrouler autour de la corne droite, partant dans une direction diamétralement opposée. Waouh. L'équation est parfaite. Elle calcule avec une rigueur absolue la trajectoire d'une position initiale imparfaite. Et le résultat final explose en une multitude de futurs totalement incompatibles. Cela signifie qu'à long terme, la puissance de nos mathématiques est annulée par l'imprécision inévitable de notre contact avec la réalité. C'est ça. La déduction mathématique ne préserve pas la vérité de l'observation initiale, elle amplifie silencieusement son incertitude, jusqu'à la rupture. Mais alors, est-ce que Duhem est en train de dire que la science n'est qu'une vaste devinette et que les équations ne servent à rien? Non, pas du tout. Si on relie ça à la situation globale, ce qui amène Duhem à redéfinir le but même de la théorie physique, c'est autre chose. Elle n'est pas là pour dévoiler la véritable métaphysique de la matière. D'accord, elle sert à quoi alors? La physique est une représentation symbolique commode. Elle classe et résume un ensemble de lois expérimentales de la manière la plus économique possible. Mais elle n'atteint jamais la structure ultime de l'univers. D'accord, je vois. Mais si on suit cette logique jusqu'au bout, on se heurte à un autre mur conceptuel majeur, non? Tu penses à quoi? Si nos prédictions à long terme sont vouées à diverger à cause des limites de traduction, peut-on au moins s'en remettre à l'expérience directe pour valider ou invalider une théorie dans le présent? Ah, la fameuse expérience cruciale. Voilà. L'histoire des sciences est remplie de récits de moments eureka où une expérience ingénieuse tranche définitivement un débat vieux de plusieurs siècles. C'est un mythe épistémologique particulièrement tenace. Il est hérité de Francis Bacon au XVIIe siècle. Pourtant, l'idée est séduisante. On a l'hypothèse A et l'hypothèse B. On construit un dispositif expérimental qui sert de juge de paix. Si le résultat est rouge, A est vrai et B est morte. Si le résultat est bleu,
c'est l'inverse. Exactement. Et le texte cite d'ailleurs l'une des expériences les plus célèbres du 19e siècle pour illustrer ça. L'expérience de Léon Foucault sur la nature de la lumière. Oui, pour montrer justement comment ce mythe s'effondre sous l'analyse de Douem. À l'époque, faut se rappeler, la communauté scientifique était complètement scindée. D'un côté, on avait le camp d'Isaac Newton, Qui soutenait la théorie de l'émission, où la lumière est constituée de minuscules projectiles se déplaçant dans l'espace. et de l'autre côté, le camp de Huygens défendait la théorie ondulatoire, la lumière comme une onde se propageant dans un milieu comme des vagues à la surface de l'eau. Ces deux théories s'excluaient mutuellement, on est bien d'accord. Oui. Foucault a donc élaboré un test censé être le clou dans le cercueil de l'une des deux. Le mécanisme de l'expérience reposait sur la vitesse de propagation. La théorie des projectiles impliquait mathématiquement que la lumière devait voyager plus vite dans l'eau que dans l'air. Et la théorie ondulatoire prédisait l'exact inverse. C'est ça. Foucault a conçu un système extraordinairement complexe de miroirs tournant à très haute vitesse, couplé à un tube rempli d'eau, pour mesurer cette différence de vélocité. Et le verdict est tombé, la lumière ralentissait dans l'eau. Pour la physique de l'époque, c'était l'expérience cruciale par excellence. La théorie des projectiles était réfutée, la théorie des ondes triomphait, définitivement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, Duhem regarde ce soi-disant triomphe et il y voit une grossière erreur de logique. La vérité d'une théorie physique ne se décide pas à croix ou pile, dit-il. Parce que pour admettre que l'expérience a tué l'hypothèse des projectiles, il faut supposer que l'expérience n'a testé que cette hypothèse de manière totalement isolée. exactement. Or, la machinerie même de Foucault repose sur des dizaines d'autres théories préalables qu'il a acceptées comme vraies sans jamais les remettre en question. C'est le fondement de ce qu'on appelle le holisme en philosophie des sciences. Le philosophe américain Quine viendra d'ailleurs renforcer cette idée des décennies plus tard. D'accord. Quand Foucault interprète le résultat de ces miroirs, il teste implicitement la théorie de la mécanique qui fait tourner ces miroirs, Bien sûr. la théorie de l'optique géométrique qui régit la réflexion sur le verre, les postulats sur la nature absolue du temps et de l'espace pour calculer la vitesse. En fait, l'expérience ne teste pas une idée, elle teste un réseau gigantesque d'idées interconnectées. C'est hyper comparable au débogage d'un système informatique, tu vois. Comment ça ? Imagine un système composé de millions de lignes de code héritées, des vieilles librairies logicielles accumulées sur des années. D'accord. Lorsque le programme principal plante au lancement et affiche un écran d'erreur, cet échec flagrant informe le développeur que le système global est défaillant. Mais le plantage ne lui dit absolument pas quelle ligne de code précise est responsable. Exactement. Est-ce la nouvelle fonctionnalité qu'il vient d'ajouter? Est-ce un conflit avec une librairie graphique vieille de 10 ans? Ou alors un problème d'allocation mémoire au niveau du matériel? La logique pure est incapable d'isoler le coupable. L'erreur condamne le système pris en bloc. La comparaison est vraiment particulièrement apte. Si l'expérience de Foucault contredit les prédictions, le logicien strict peut seulement affirmer qu'au moins l'une des nombreuses hypothèses du système global est fausse. Oui. Un physicien farouchement attaché à la théorie des projectiles aurait très bien pu sauver son hypothèse en modifiant la loi de réflexion des miroirs en mouvement. Ou en inventant une nouvelle propriété de l'eau, tout simplement? Voilà. L'expérience ne force pas la nature à désigner le coupable. Et cela soulève une question importante sur la manière dont les découvertes scientifiques sont présentées au grand public. Oui, parce qu'il y a une seconde faille majeure dans ce mythe de l'expérience cruciale. Foucault suppose que le débat se résume à un duel entre les projectiles de Newton et les ondes de Huygens. Il part du principe que s'il détruit la première option, la seconde est automatiquement la vérité absolue. Ce qui présume une arrogance immense quant aux capacités de l'imagination humaine, honnêtement. C'est clair. Le physicien ne peut jamais avoir la certitude d'avoir épuisé toutes les suppositions imaginables pour expliquer un phénomène. Et l'histoire lui a donné tort. Le développement ultérieur de la mécanique quantique a prouvé cette myopie, En démontrant que la lumière présentait une dualité onde-particule. ce qui ruinait complètement le faux dilemme de l'époque. Tout cela met en lumière une réalité qui est souvent occultée. L'observation brute, neutre, ça n'existe pas. C'est ce que l'épistémologie anglo-saxonne nomme la théorie ladenness, la charge théorique de l'observation. Un fait scientifique n'est pas une pépite d'or pure qu'on ramasse sur le sol de la nature. Ah non, le simple fait de regarder dans un télescope implique l'acceptation de la théorie de l'optique qui a permis de polir les lentilles. Cette charge théorique explique pourquoi les grands bouleversements scientifiques, ce qu'on appelle les changements de paradigme conceptuels, sont si profonds. Comme le passage de Kepler à Newton. Exactement. Lorsqu'on abandonne le système de Kepler pour adopter la mécanique de Newton, on ne fait pas qu'appliquer une nouvelle équation sur des faits anciens. La nouvelle théorie agit comme un nouveau langage de traduction.
Le monde physique est littéralement retraduit. Les anomalies d'hier deviennent les confirmations d'aujourd'hui, le sens même des données change. Si on tire le fil de toutes ces réflexions épistémologiques, l'image de la science qui en ressort est infiniment plus complexe et nuancée que la version scolaire qu'on nous présente habituellement. Beaucoup plus riche, oui. Dès la naissance de l'épistémologie moderne, la nécessité d'auditer le rapport entre mathématiques et réalité, elle s'est imposée. La mécanique de la traduction décrite par Duhem, entre version et thème, nous a montré que le passage de la matière au symbole mathématique implique une perte d'information irréversible. Une trahison, comme il dit. C'est ça. On a vu que cette perte initiale, conjuguée aux lois de la dynamique complexe d'Adamar, ça brise définitivement le rêve de prédiction absolue du démon de Laplace. Les trajectoires divergent inévitablement sur la fameuse tête du taureau. Voilà. Et le concept de holisme nous interdit même de trouver un réconfort absolu dans l'expérience cruciale, puisque nos instruments et nos théories affrontent toujours la réalité en bloc massif, et non pas variable par variable. Mais tu sais, loin de dévaluer l'entreprise scientifique, cette mise à nu de ses limites est ce qui fonde sa véritable rigueur. Tout à fait. Accepter que la science fournisse un modèle symbolique perfectible et non une vérité dogmatique définitive, c'est se prémunir contre l'aveuglement méthodologique. Et cette exigence de lucidité, elle n'a d'ailleurs jamais été aussi cruciale face aux nouvelles méthodes de modélisation du réel qu'aujourd'hui. Ah oui, on entre dans une nouvelle ère là. On délègue aujourd'hui l'analyse de systèmes d'une complexité vertigineuse à des intelligences artificielles et à l'exploitation de données massives, le big data. On construit des jumeaux numériques. C'est exactement le terme. Des représentations mathématiques complètes d'infrastructures urbaines, d'écosystèmes forestiers, voire du métabolisme humain lui-même. Tout ça pour simuler des scénarios politiques, écologiques ou médicaux. Et on exige de ces algorithmes qu'ils nous guident avec une précision absolue dans nos prises de décision. Mais la leçon épistémologique qu'on vient de voir, elle demeure implacable. Si la numérisation initiale du réel exige une discrétisation qui, par nature, mutile le fait pratique, et si cette infime déviation produit mathématiquement, à long terme, des faisceaux de prédictions radicalement divergentes. une question effrayante s'impose pour notre auditoire. Laquelle ? Dans quelle mesure l'hyperpuissance calculatoire de ces nouveaux algorithmes ne sert-elle pas au final simplement à calculer l'erreur avec une précision diabolique ? C'est une pensée très provocatrice. Se pourrait-il que nos fameux jumeaux numériques, en accumulant des millions de données imparfaitement traduites, finissent par simuler avec une certitude effrayante de pures illusions déconnectées du monde matériel ? De quoi donner le vertige aux concepteurs d'intelligence artificielle. Pour la nature de nos certitudes modernes, qui continuera, je l'espère, de résonner chez les gens bien après cette exploration.